Les présidents Emmanuel Macron et Paul Kagame ont le 2 juin 2026 inauguré en France un mémorial dédié aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, baptisé les Archives. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, de responsables politiques des deux pays, de diplomates, de représentants d'associations mémorielles, ainsi que de nombreux invités et survivants du génocide contre les Tutsis. À cette occasion, un hommage solennel a été rendu aux victimes. Les différentes allocutions ont mis l'accent sur le devoir de mémoire, la recherche de la vérité, l'importance de la justice, ainsi que la nécessité de lutter contre les discours de haine et toutes les formes d'idéologie pouvant conduire à de telles tragédies. Quelle est la portée symbolique et historique de l'inauguration de ce mémorial? En quoi les mises en garde contre les discours de haine peuvent-elles contribuer à prévenir de nouveaux drames? Et comment ce lieu de mémoire peut-il participer à la transmission de l'histoire du génocide contre les Tutsis auprès des jeunes générations, en France comme ailleurs? Tels sont les principaux points que nous allons analyser au cours de cette émission. Bienvenue. Avec moi dans les studios, Tite Gatavazi, analyste politique. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment allez-vous Tite? Ça va très bien, merci. Tite, aujourd'hui nous sommes ici pour une édition spéciale. Mhm. Ce 2 juin 2026 dans la ville de Paris, un monument dédié aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda a été inauguré. Oui. Mais d'abord, Tite, pour le Rwanda, pour les survivants du génocide contre les Tutsis, et quelle est la portée symbolique de ce mémorial? C'est comme l'a dit très justement le président Macron. Le génocide perpétré contre les Tutsis fait partie de l'histoire de France. Et donc, il faut que la France ait des lieux de mémoire de ce génocide contre les Tutsis. Étant donné qu'il y a eu, j'espère qu'on va en parler, une responsabilité avérée de la France avant, pendant et après le génocide. Et donc, je crois que c'est aussi, comme l'a dit le président Macron, c'est l'aboutissement. Nous avons commencé par des pouvoirs à Paris qui soit niaient les responsabilités, soit voulaient passer par-dessus tout, et soit voulaient ne pas en parler. Et vous avez comme ça le président Sarkozy qui arrive au pouvoir et qui prend le dossier du contentieux entre le Rwanda et la France. Et il entame une démarche. C'est interrompu parce qu'il n'a pas fait les 2 mandats. Celui qui vient après lui gèle le dossier. Vient le président Macron qui instaure une commission des historiens, ça veut dire des scientifiques, qui ouvrent les archives de l'État, et le rapport qui sort de cette commission du professeur Duclerc coïncide à la fois pour sa sortie et pour son contenu avec ce qu'on appelait le rapport Muse, un cabinet d'avocats américains qui avait été commandité par le Rwanda. Et donc commencent comme ça des étapes. Après la remise du rapport, le président Macron vient à Kigali en visite officielle au mois de mai 2021. Et il fait un discours historique au mémorial de Gisozi, où il reconnaît la responsabilité de la France et où il utilise des mots. Le président Macron a fait normal sup, donc il connaît le vocabulaire, la syntaxe, hein? Il sait construire les phrases avec des mots justes. Il est très modeste et assez humble pour utiliser le langage des autres. Le président Clinton était passé par ici, il a dit « I'm sorry ». Le premier ministre belge avait dit « je demande pardon ». Rapidement, le secrétaire général des Nations Unies, je crois à l'époque,
Feu Kofi Annan l'avait fait aussi. Mais le président Macron s'adresse les yeux dans les yeux aux rescapés et dit ce sera à vous d'apprécier ce que nous avons fait et voir si nous méritons votre pardon. Voilà, depuis les relations diplomatiques ont pu reprendre, depuis le Rwanda et la France travaillent ensemble. Je crois que dans les deux discours, à la fois du président Kagame, du président Macron, ils ont félicité les activistes, les intellectuels, les associations, la communauté rwandaise de France, Ibuka France, et des Français qui ont refusé le raccourci qu'on leur racontait. C'est grâce à ces gens que la mémoire a survécu en France. Et donc, oui, c'est l'aboutissement de tout ce travail, eux-mêmes le disent, hein, le travail en commun entre le Rwanda et la France. Mais beaucoup plus grâce quand même au courage et à la détermination du président Macron. Ouais. Tite, avec concrètement l'édification de ce mémorial à Paris, peut-on dire qu'il y a maintenant un avant édification, un après avec les relations entre Kigali et Paris? Ah, sans aucun doute, oui. D'abord, le lieu choisi. Nous sommes sur les quais de la Seine. La Seine qui est le fleuve qui divise Paris en deux, mais devant le quai d'Orsay. Le quai d'Orsay, c'est le quai où est érigé le ministère des Affaires étrangères. Un vieux bâtiment de haute architecture. Donc, c'est le cœur de la diplomatie française. Cette diplomatie qui, avant 1994, en 1994, a travaillé contre les Rwandais, contre les Tutsis, et qui a soutenu un régime génocidaire. C'est entre le quai d'Orsay et l'Élysée. L'Élysée qui est le palais qui abrite la présidence de la République française. Ce lieu, le quai d'Orsay, est l'endroit par excellence où la diplomatie multilatérale, bilatérale, se retrouvent tous les diplomates de ce monde. Il y a beaucoup de conférences internationales qui se tiennent à la salle annexe, salle Kléber. Et donc, le choix de cet endroit est à lui tout seul très symbolique, historique et hautement politique. Et maintenant, l'explication qu'ils en ont donnée. Les écriteaux sont en 4 langues, français, anglais, kinyarwanda et swahili. La description qu'en a fait le président Macron, on ne peut pas faire mieux que lui. Oui, il y a eu, avant, il y a eu ce que je viens de dire, l'arrivée du président Macron, la commission Duclerc, le rapport et tout ce qui a été fait en faveur de la mémoire, de la justice. Et aujourd'hui, on marque, on inscrit ce mémorial au cœur de Paris, la capitale de la République française. Oui, je crois que c'est beaucoup plus fort que les mots qu'on peut utiliser. Tite, pour ceux qui auraient des questions sur l'histoire, peut-être des relations
avec la France, entre Kigali et la France depuis le génocide perpétré contre les Tutsis. Nous voyons ce mémorial être édifié aujourd'hui en 2026. Ouais. Le génocide perpétré contre les Tutsis est survenu en 1994. Mhm. Pouvez-vous nous dresser un schéma des relations depuis le génocide avec les différents gouvernements français? Puisque nous avons vu l'établissement, on a parlé de Sarkozy en 2009, de Macron en 2021, venant ici. Et aujourd'hui, en 2026, nous voyons le mémorial. Ouais. Mais pouvez-vous nous dire avant, quel était l'état de la situation? Les relations étaient exécrables. Parce que, comme le dit si bien le rapport du professeur Duclerc et de sa commission, la France officielle a participé à la préparation et à l'exécution du génocide contre les Tutsis. C'est ça la responsabilité qu'est venu reconnaître le président Macron. Donc là, nous sommes avant 1994, il y a le président Mitterrand qui méprise un peu les Noirs. C'est une affaire des Noirs. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, qui était, j'espère qu'il est resté socialiste, qui avait été secrétaire d'État aux affaires humanitaires à cette époque, avait rapporté des propos graves de la part d'un chef de l'État français. Tu sais, Bernard, un génocide dans ces pays-là, ça n'a pas d'importance. Voilà ce qu'était l'état d'esprit du président Mitterrand, qui a porté à bout de bras le régime génocidaire. Mais quand tu as comme ça un président de la République qui est dans cet état d'esprit, il engage tous les organes de l'État. Il a envoyé des militaires au front, ici, sans en aviser le Parlement. Je crois qu'il y a un ministre qui s'en était offusqué devant lui. Il a comme ça beaucoup de réseaux, de relais. Et la politique officielle, s'agissant du Rwanda, s'est décidée à l'Élysée. Dans ce contentieux, il y a un nom qui revient en boucle. Le nom de celui qui était secrétaire général à l'Élysée, Hubert Védrine, qui pendant de très longues années passait sur le plateau de télévision pour balayer du revers de la main la responsabilité de la France. Donc, après Mitterrand, vint le président Chirac, qui n'était pas vraiment... on va dire Chirac, c'était la vieille école, la vieille France. Sauf que Chirac reconnaît, pour ce qui est de la Shoah, la responsabilité de la France dans ce qu'on appelait la rafle du Veldiv. Mais s'agissant du Rwanda, il accepte, je crois, de se faire porter par les réseaux, de dire la France n'a pas à s'excuser. La France a fait ce qu'elle devait faire, elle a accompagné les accords d'Arusha. Et donc, sous Chirac, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, tous les génocidaires qui étaient en France, on va dire, ils sont à l'abri de la curiosité de la justice. Beaucoup de colloques, beaucoup d'intellectuels proches des milieux négationnistes, les militaires qui avaient été dans l'opération turquoise, les cercles autour d'Hubert Védrine prêchent la parole produite par Hubert Védrine et les autres. Et c'est là qu'on voit une petite flamme. Enfin, je devais finir. Après le président Chirac, vient Sarkozy. Sarkozy essaye de comprendre ce qu'est le contentieux.
il dépêche son secrétaire général, Claude Guéant, qui vient à Kigali. De ce qu'on sait, il avait rencontré le président Kagame à 3 reprises à l'étranger quand il va dans les conférences des chefs d'État. Et il décide, il dit, moi, je vais à Kigali. Mais il y a eu un tollé en France. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas vous rendre au Rwanda. Entre-temps, avant que Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, il y a une bombe qui éclate, une bombe judiciaire, diplomatique et politique. Le fameux rapport du juge antiterroriste Bruguère, lequel Bruguère s'était appuyé sur les réseaux Habyarimana. Comme si vous devriez demander au bourreau, expliquez-moi comment ça s'est passé. Et c'est la version du bourreau que vous prenez. Bruguère ne s'était pas déplacé au Rwanda, pas une seule fois. Bruguère n'a pas voulu entendre que la version. Et donc, le Rwanda décide de rompre les relations diplomatiques avec la France. Je crois que c'était une première sur le continent africain. Et je me souviens, j'étais à Paris à l'époque, les amis ouest-africains me disent, mais mon frère, c'est pas possible. C'est pas possible. Un pays africain ne rompt pas avec la France. Donc voilà aussi l'état d'esprit qu'il y avait à l'époque, les mentalités qu'il y avait. La France se comporte sur le continent africain à sa guise. Et le Rwanda dit non. Et donc, à l'initiative du président Sarkozy, c'est quand même un contentieux très lourd, assez complexe. Il n'a pas le temps vraiment de le traiter. Au bout de 5 ans, il n'est pas réélu. Il quitte la scène politique et derrière lui vient le président Hollande qui est de l'école de François Mitterrand. Lui, carrément, il décide, je ne veux pas entendre parler du dossier Rwanda. Et au Quai d'Orsay, il y a son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui sont du même moule. Et après Hollande vient le président Macron. C'est lui qui décide, qui dit, moi je veux que des scientifiques m'expliquent. Je ne veux pas ce qu'on appelle les conversations de bistrot. Je ne veux pas d'articles de presse. Je ne veux pas de déclarations des militants ou des activistes. Je veux des historiens. Et en qualité de président de la République, je prends la responsabilité. Je décide d'ouvrir les archives. Et c'est comme ça que le professeur Duclerc et les autres se mettent au travail. Et donc, à l'issue de ce rapport qui est limpide, qui est scientifique, le président Macron, maintenant, prend une décision sur le plan politique. Il dit, je viens reconnaître la responsabilité de la France. Je viens dire aux rescapés du génocide. Ce sera à vous d'apprécier si vous pouvez nous pardonner ou pas. Et maintenant commence le chemin qu'ils ont expliqué bien pour qu'on en arrive à ce mémorial quand même, hein, sur le quai d'Orsay. C'est un endroit très symbolique dans Paris. Oui. Tite, justement, le président français, lors de son allocution, a parlé d'un domaine, la justice. Le chef de l'État français a mis en avant les avancées réalisées par la justice française dans la poursuite des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide contre les Tutsis. La vérité sera rendue, a-t-il déclaré. Peut-on dire dans le langage de Box que maintenant, je disais dans le langage de Box que maintenant ces personnes qui, comme il l'a dit, qui croyaient avoir fui, qui croyaient avoir eu un endroit où la justice ne leur rattraperait pas, que c'est comme si ce serait leur dernier round concrètement avec cette initiative. Ce n'est pas que ça date d'hier, ça. Depuis que, je disais, le rétablissement des relations diplomatiques, des projets en commun. On a vu le président Kagame avec le président Macron sur plusieurs dossiers
qui intéresse le multilatéralisme. Mais c'est vrai qu'il a commencé il y a bien avant. Il a renforcé le parquet antiterroriste en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de moyens. On a vu s'accélérer des dossiers qui traînaillaient comme ça et des condamnations depuis que le président Macron est arrivé au pouvoir. Et donc il dit que ça va continuer. La France n'est plus le lieu où peuvent se cacher les génocidaires dont certains d'ailleurs avaient été évacués par la même France. Donc la France n'est plus le sanctuaire des génocidaires depuis, en tout cas, l'ère Sarkozy, où on a vu des frémissements. Hollande a gelé ça, mais avec la dynamique du président Macron, oui, effectivement, les procès s'accélèrent. Et on a même appris qu'il y a certains qui ont dû déménager, ils ont quitté la France pour aller habiter la Belgique. C'est pour dire, ouais. Tite, si nous essayons d'un peu analyser tous les points évoqués par le président français. Le président français, au-delà de la mémoire du passé, a également présenté le mémorial comme un avertissement adressé aux générations actuelles, dénonçant aussi la montée des discours racistes, des logiques identitaires et des propagandes de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Il a aussi évoqué la RTLM. Il a parlé de ces discours de haine, d'ethnicisme, ici dans la région. Oui. Selon vos analyses, vous qui aimez analyser la situation dans la région, ces propos, cette condamnation du président de la République française à l'encontre des dossiers que le Rwanda dit tous les jours, les discours de haine, les exactions commises à l'encontre de certaines communautés. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que dans la région des Grands Lacs, si nous essayons d'analyser ces propos, peut-on dire aujourd'hui qu'il y aura d'abord une reconnaissance, peut-on dire qu'il y aura une amélioration de la situation? Comment peut-on interpréter les propos du président français? C'est d'abord la lucidité de l'analyse du président Macron. C'est quand il dit sur nos écrans, ces réseaux sociaux là, nous avons encore d'autres RTLM. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Le président Macron suit de très près l'évolution de la situation ici dans la région. Et il se désole qu'on en soit encore à la stigmatisation, à la déshumanisation, qu'on en soit à reprendre le discours de la RTL. Qu'un officiel congolais, le général Sylvain Ekenge, passe à la télévision nationale pour reprendre l'un des commandements, des 10 commandements du Hutu. Et quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite eu des images qu'on appelle des flashbacks des hauts responsables congolais. Le général Ekenge, les journalistes qui s'habillent en militaire et qui viennent diffuser la haine, pas sur les réseaux sociaux, à la télévision nationale. On a vu un qui a hurlé à la télévision nationale. La famille du général Makenga, la famille de Corneille Nangaa, la famille de Bertrand Bisimwa, il faut les traquer. C'était à la télévision nationale. Et ça fait partie du travail que font les ambassades. Ça veut dire que l'ambassade de France à Kinshasa a dû alerter Paris pour dire c'est très grave ce à quoi nous assistons ici. On a vu le général Ekenge, après on l'a suspendu.
Et donc, ne parlons pas des réseaux sociaux. Et ces gens qui diffusent le discours de haine, ils grèvent sur le budget de l'État. Ça veut dire que c'est l'État congolais qui alimente le discours de haine. Le chef de l'État lui-même n'hésite pas à s'afficher avec eux. Il y en a qu'on fait venir des États-Unis, allez, passer au bureau du président, il est dispo, allez. Lui, il fait des photos et il est content de diffuser la photo avec le président de la République. Je suis soutenu par le chef de l'État. Qui es-tu pour me contredire? Je suis soutenu par le gouvernement. Comment veux-tu que je ne puisse pas continuer? Et donc, oui, le président Macron a eu des mots justes pour dire « nous devons faire attention ». C'est lui qui a parlé de la condamnation de Charles Onana. C'est la première fois qu'en France, quelqu'un est poursuivi, traduit en justice et condamné pour négationnisme du génocide contre les Tutsis. Mais aujourd'hui, on le voit encore sur les réseaux sociaux, en train de cracher son venin. Et donc, oui, le président Macron a raison et il faut le suivre dans cette recommandation de dire, les jeunes, levez-vous, soyez de bons citoyens. Déconstruisez ce discours de haine. Répondez à ces haineux-là. Voilà. L'avenir en dépend, oui. Mais Tite, qui dit RTLM associe trop souvent ou exactement à un génocide? Ces propos interviennent alors que on répertorie des bombardements aveugles contre des populations. On parle de Minembwe sous le blocus. Est-ce qu'un risque de génocide encore ces années? Mais on est en plein dedans. Il y a un blocus à Minembwe. Le blocus en droit international, c'est le génocide. On y était, c'est parce que le M23 a vaincu les forces génocidaires en République démocratique du Congo. On a quand même une alliance entre les FARDC et les FDLR. Les FDLR, c'est l'idéologie génocidaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a entendu des militaires burundais déployés dans le Nord Kivu dire au FDLR, on est les mêmes. On a entendu des militaires burundais qui ont été faits prisonniers de guerre. On nous a dit en partant du Burundi que nous venions tuer les Tutsis. Je ne vais pas aller plus loin, évoquer le SADC, non. Ça, l'alliance entre le gouvernement congolais et les FDLR, c'est épouser l'idéologie génocidaire. L'alliance entre Kinshasa et Bujumbura est fondée sur l'idéologie génocidaire. Et donc, tous ceux-là qui soutiennent directement, indirectement, visiblement, de manière cachée, l'entreprise FDLR, ce sont ces gens-là qui sont à l'œuvre à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, on n'est pas étonné de voir que chaque fois qu'on signe à Luanda, à Doha, à Montreux, à Washington, neutralisation des FDLR. Oui, chef. Et après, plus rien. C'est aussi ça. Et il faut rendre le président Tshisekedi comptable de cette idéologie-là. Et son dérivé, le discours de haine, et la persécution des Tutsis congolais, et les bombardements en continu. C'est au quotidien. Il faudra demander, il a revendiqué ça, le porte-parole de l'armée burundaise. Le blocus de Minembwe, c'est nous. Mes militaires sont là à asphyxier les Banyamulenge. Ces propos sont sur BBC. Donc, à un moment donné, comme l'a dit le président Macron, il faut assumer des responsabilités. Il faudra qu'un jour on demande à Tshisekedi et à Ndayishimiye qui sera comptable du blocus de Minembwe. Parce que le militaire
travaille sous ordre du politique. Vous avez bloqué Minembwe. Tshisekedi vient bombarder le marché de Mouchaki. Est-ce que c'est ça faire la guerre, bombarder le marché? Tshisekedi est venu bombarder la villa où habitait une expatriée française. Est-ce que Goma était un front militaire? Non. Il vient détruire, il vient s'aimer la peur, il vient s'aimer la haine. C'est tout. Voilà. Mais alors, Tite, avec cet avertissement qu'a donné le président français, pour cette population qui se trouve sous un risque de génocide, qui ne l'est, si elle ne l'est pas encore, mais quelles options restent sur la table pour eux? Est-ce qu'il y aura-t-il, voyez-vous, un réveil progressif à l'encontre d'autres superpuissances comme la France à l'égard de cette communauté pour que le plus jamais ça soit réel? Non, plus jamais, il faut prendre ça comme un slogan. Hein? On l'a dit quand même en 1945 et au jour d'aujourd'hui, on a encore des actes de génocide. Donc, c'est plus jamais ça. Non merci. Est-ce qu'il y a un réveil? Il y a plutôt un réveil du côté des alliances auxquelles on assiste à l'Est. Hein? On a commencé avec le M23 qui est passé, AFC M23 et qui est passé AFC M23 Twirwaneho. On a assisté à la naissance de Sauvons le Congo. Sauvons le Congo qui déclare avoir des points de convergence avec l'AFC M23. On ne devrait compter que sur ces alliances-là qui protègent la population et qui se bat contre, le pouvoir qui devient de plus en plus génocidaire à Kinshasa. Tite, alors aujourd'hui, en 2026, nous voyons l'édification de ce mémorial en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Est-ce que, selon vos analyses, voyez-vous d'autres pays qui devraient emboîter le pas? La France a fait cette initiative. La France est d'une manière ou d'une autre impliquée dans l'histoire du Rwanda. Mais voyez-vous d'autres pays ou d'autres nations qui devraient aussi suivre l'exemple? Et même si ça ne serait pas en termes de dire édifier un mémorial, mais juste le fait d'accepter qu'il y a eu une tragédie au Rwanda, une tragédie qui a ciblé une partie de la population, comme beaucoup de gens veulent faire croire le contraire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le président Kagame a dit quelque chose de très important. Le président Kagame dit au président Macron, il n'y a pas un autre pays qui est allé aussi loin que la France. Ça veut dire que le président Macron, au sommet de l'État, conscient à la fois de sa responsabilité, mais de la responsabilité de son pays, a mis en place une commission d'experts, des historiens, et qui ont eu accès aux archives et qui finalement ont ramené la vérité sur la table. Il n'y a pas un autre pays qui a déjà fait ça. La Belgique a quelques tentatives avortées. Une commission sénatoriale qui n'avait pas vraiment donné des résultats parce que il y avait encore beaucoup de forces qui faisaient obstruction, on va dire. Il faut rappeler qu'on a eu une mission d'information de l'Assemblée nationale de la France qui aussi avait sorti un rapport dilué. Et donc, oui, la France, sous Macron, et ça, il faut le lui reconnaître, c'est à son crédit. Le président Kagame dit, non seulement vous avez fait preuve de courage,
mais en plus de cela, d'humanité. Je crois que compte tenu de l'histoire, la Belgique aurait dû être sur les traces de la France. Parce qu'elle aussi, son histoire est chargée depuis la création des cartes d'identité. Hein? Quand ils ont figé les Hutus et les Tutsis. Avec le manifeste des Bahutus en 1957, avec les pogroms 59 et la suite, jusqu'à 1994. Son rôle dans les camps des réfugiés, tout ça est documenté à l'est du Congo. Les milieux qui résistent à accepter que le Rwanda post-génocide pouvait se reconstruire. Il y en a qui, en Belgique, nous ont prédit une catastrophe. J'imagine. Oh, d'ici 2010, ce sera un État en faillite. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en 2026 et le Rwanda se porte de mieux en mieux. Donc, je crois qu'objectivement, il y a eu 2 ratés en Belgique et qu'il faut les prendre en considération. C'est la commission sénatoriale qui vraiment était très diluée et c'est la commission des historiens qui a été politisée et qui devait parler du passé colonial de la Belgique et des responsabilités. Mais ça a été politisé, on a mis beaucoup d'obstacles. Des historiens de renom ont dû claquer la porte pour dire qu'ils ne pouvaient pas travailler dans ces conditions et il n'a jamais sorti de rapport. Et donc oui, la Belgique devrait prendre le devant. Les Nations Unies comme institution devraient effectuer aussi un travail d'introspection et dégager les responsabilités, oui. L'ancien président, paix à son âme, du Mali, avait fait un rapport au titre de l'Union africaine. Ce rapport qui a montré les défaillances de l'organisation africaine, on n'en est pas arrivé à là où Macron pousse la France au jour d'aujourd'hui. Et donc oui, je crois que Amadou Toumani Touré, qui avait présidé cette commission d'intellectuels africains, avait demandé qu'il y ait du courage au niveau des États africains. Mais bon, après, c'est vraiment en fonction des contingences politiques de chaque pays, des intérêts. Aujourd'hui, le Rwanda a rompu ses relations avec la Belgique. Peut-être que ce serait l'occasion pour la Belgique de réfléchir avant d'agir, de prendre exemple sur ce que fait le président Macron. C'est vrai que ça demande un peu plus de poigne et d'humilité. Et donc, oui, il y en a d'autres qui devraient suivre l'exemple de la France. Tite, avec cette reconnaissance internationale, ce mémorial érigé à Paris, un État qui fut impliqué dans le génocide contre les Tutsis, est-ce que, de manière générale, avec les années pour les nouvelles générations, qui n'auront que d'histoire que ce qu'on leur raconte, est-ce que pourrait-on aujourd'hui affirmer que de plus en plus le génocide perpétré contre les Tutsis n'est plus une question à débattre? Si ce serait pour les négationnistes qui pourraient avoir juste des motivations politiques, peut-on dire que maintenant, pas aujourd'hui à cause de ce mémorial, mais peut-on dire qu'avec le temps, ça sera une question à ne plus débattre? Non, mais c'est une décision du TPIR
que le génocide contre les Tutsis est de notoriété publique, n'est plus un fait discutable. C'est un fait établi, en tout cas sur le plan du droit et sur le plan de la justice. Ça, c'est un. Des deux, l'Assemblée générale des Nations unies a instauré la date du 7 avril comme une journée de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis, pour chaque fois veiller aux mécanismes de prévention. Et on avait même une conseillère spéciale des Nations unies en matière de prévention de crimes de génocide, une Kenyane, Madame Alice Deiretu. Le 7 avril, tous les drapeaux sur cette terre des hommes sont en berne pour se recueillir et réfléchir à ce qui est arrivé au Rwanda contre les Tutsis. Donc oui, le génocide contre les Tutsis, et c'est même qu'on dit que c'est le crime des crimes, c'est une blessure sur la conscience humaine. Et donc oui, que ça soit érigé, on l'a dit, vraiment au cœur de Paris, c'est pour montrer à la terre entière. Quand vous arrivez ici, lisez ce qui est écrit, c'est vraiment accessible. C'est en français, c'est en anglais, c'est en swahili, en kinyarwanda. Et réfléchissez pendant 1 minute, pendant que vous vous promenez sur les quais, vous dites, qu'est-ce que je dois faire comme citoyen pour que chez moi et ailleurs, ça ne se reproduise plus. Et donc oui, ça exige non seulement de la réflexion, ça exige ce que fait déjà la France. C'est dans le programme de tous les lycées en France. On enseigne le génocide perpétré contre les Tutsis. Mais c'est aussi pour susciter l'éveil de la conscience citoyenne. Un bon citoyen n'agit pas comme font les négationnistes, non. Un bon citoyen ne diffuse pas la haine, non. Un bon citoyen agit pour le bien commun. Et mais pour ça, on a vraiment encore du chemin. Tite Gatabazi, merci infiniment pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Et espérons beaucoup que nous serons toujours avec vous pour continuer à décrypter la situation. Merci. Merci beaucoup.